Salut Benjamin, Salut. merci d'être là pour notre cinquième Géo, les gens extraordinaires, au lycée avant le lycée. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, donc Benjamin Daubercé, je travaille dans une communauté qui s'appelle beta.gouv et dont l'objectif est de créer des services publics numériques. Super. Ok. Euh, donc tu es entrepreneur public. Est-ce Oui. que tu veux bien nous expliquer ce que c'est que ce métier? Alors, entrepreneur public, l'idée c'est de dire que dans l'administration publique, que ce soit l'État, les collectivités ou les opérateurs, on peut créer des projets sur le mode entrepreneurial et qui ont toujours un objectif qui est d'améliorer la vie des citoyens et des usagers de ces services. Et donc là, ça s'applique à des services numériques. Moi, je suis entrepreneur public, je ne suis pas agent public, mais il y a des agents publics qui le sont et qu'on appelle, du coup, vu qu'ils sont à l'intérieur de l'administration, des intrapreneurs. Voilà. D'accord. Et du coup, tu crées des projets que tu vends à l'État ou ça se passe Non, comment? non, c'est l'État ou une collectivité comme Bagneux ou un opérateur comme Pôle emploi qui lui-même, en fait, va créer des produits numériques. Donc là, vous avez ici quelques exemples. Pour ce faire, en fait, il va mandater, il va constituer des petites équipes en interne, mais c'est pas, il va pas créer, il va pas payer une entreprise privée pour le faire. Ça lui appartient comme un service public classique. Il n'y a pas de personnalité, enfin juridiquement, il n'y a pas de personnalité morale à ces services. C'est vraiment à l'État. Néanmoins, en fait, les méthodes qu'on utilise pour créer ces services sont quelque peu différentes des méthodes traditionnelles de l'administration. C'est un peu des pas de côté par rapport à comment fait l'administration. Et au départ, on a fait ces pas de côté parce que pour créer des services numériques, c'est pas comme quand on crée un service, par exemple, quand on crée une route ou un lycée, on ne crée pas un service numérique de la même manière. Et donc, ça a appelé d'autres méthodes. Et par ailleurs, on a aussi fait ce pas de côté parce qu'on s'est rendu compte que dans l'administration, et on peut retrouver ça, pour le coup, je ne jette pas du tout la pierre à l'administration, hein, on peut retrouver ces problématiques dans des grosses entreprises aussi. Il y avait parfois un problème justement d'identification des problèmes. Et c'est cette idée de l'entrepreneur public qui est moi ou qui peut être un agent public qu'on essaye de pousser, c'est que c'est souvent les personnes qui rencontrent ces problèmes ou qui sont avec les usagers qui rencontrent ces problèmes, qui peuvent aussi être les mieux à même d'avoir des idées pour résoudre ces problèmes. Et donc l'idée c'était, au lieu de partir de créer des services publics pensés tout en haut dans un ministère sans jamais avoir rencontré des usagers, c'était au contraire partir par exemple d'un agent public qui est au guichet de Pôle emploi et qui, lui, tous les jours se rend compte des problèmes usagers et qui a une idée de service numérique qui pourrait résoudre ces problèmes et l'accompagner et l'aider pour qu'il puisse développer ce service numérique et que ça devienne un réel nouveau service public. D'accord. J'ai vu sur le site du coup beta.gouv.fr. Effectivement, la page d'accueil, c'est construisons ensemble les services publics numériques de demain. Euh, c'est assez drôle, du coup, c'est le pas de côté dont tu parlais. Et tu disais aussi qu'on ne construisait pas forcément de la même manière une route et un service numérique. Par contre, il y a des méthodes parfois qui peuvent être réutilisées sur différents projets. Parce que là, tu parles du coup du fait d'aller chercher le besoin, l'information chez l'utilisateur, chez l'usager. Donc ça peut être considéré comme une méthode, et nous on l'applique ici en fait, au lycée avant lycée. Oui, tout à fait. Enfin, pour nous, le fait d'aller toujours regarder et d'aller toujours discuter avec des usagers, l'idée c'est de ne pas penser à la place
de l'usager et ne pas se dire, ce qui peut être un défaut qu'on peut tout savoir, je sais ce qui est bon pour lui et il ne le sait pas et puis je vais aller le lui apprendre avec mon service ou mon lycée. Et l'idée, c'est beaucoup plus d'essayer de comprendre l'usager. Ce qui est difficile, c'est de ne pas répondre, pour moi, aux besoins de l'usager, mais plus aux problèmes qu'il rencontre. Parce qu'en fait, si on écoute, par exemple, quand on fait un service numérique, tous les usagers vont avoir des idées d'amélioration, des besoins différents. Et en fait, si on veut tous les faire, on n'arrive à rien faire. Et pour prioriser, c'est plus intéressant de se dire, tiens, en fait, pourquoi tu aimerais avoir telle fonctionnalité? Pourquoi tu aimerais, ou même, par exemple, si on se pose la question, pourquoi tu aimerais avoir un lycée? Ils se rendent compte de quel est le problème auquel l'utilisateur, le citoyen fait face. Et finalement, on se rend compte que ces problèmes peuvent être communs à tout un groupe de citoyens, et là, apporter des solutions. Après, l'idée aussi d'être constamment en contact avec l'usager, elle fonctionne quand même plus facilement pour un produit numérique. Et je trouve ça hyper intéressant justement de tester sur un lycée qui est une infrastructure. Parce qu'en fait, un produit numérique, on a une capacité à le faire évoluer très rapide. Nous, on fonctionne selon un principe d'amélioration continue, selon lequel en fait, on va commencer tout petit et très rapidement, en sortant des services qui ressemblent un peu à rien au début, mais c'est l'objectif, et en l'améliorant au fur et à mesure. Alors, je voulais vous montrer, mais je ne sais pas si ça se verra bien. Au pire, ce n'est pas très très grave. C'était l'idée de vous montrer un service qui s'appelle Mon Entreprise, qu'on a créé en 2017. Et au départ, l'idée de Mon Entreprise, c'était d'aider des entrepreneurs qui arrivaient en France et qui voulaient savoir comment construire leur entreprise en France. Et sauf qu'on n'allait pas leur demander de lire globalement tout le code des entreprises et du travail pour pouvoir le créer. Et donc, on s'est aperçu que l'un de leurs premiers problèmes, c'était de savoir comment ils pouvaient embaucher des gens et comment ils allaient les payer et qu'est-ce que les personnes allaient recevoir. Et donc, on avait créé ce simulateur qui était, vous voyez, très basique au niveau de la présentation. Ça, c'était la page d'accueil. C'était la page d'accueil du site. C'était, c'est pas, il n'y a pas eu 15 000 designers qui sont passés dessus, quoi. Enfin, l'idée, c'était plutôt de dire, bon, ben voilà, on teste, on va voir. Et puis, ça a été fait très rapidement. En moins de 6 mois, ça a été fait. Il y a un simulateur qui permet de calculer derrière. Et on a vu que ça a fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné auprès des entrepreneurs étrangers qu'en fait, on s'est dit qu'on allait aussi le faire pour les entrepreneurs français. Et ça a évolué après, donc en 2019, vous voyez, ça a commencé à être quelque chose qui était plus poussé, sur lequel on a créé plus de simulateurs, sur lequel on a fait plus d'aide pour créer sa propre compagnie qui suit petit à petit. Et donc déjà, vous voyez que la tête ressemble à tout ça. Et en 2021, ça a encore quelque chose qui a évolué. Et donc, contrairement à une route ou un lycée, quand on l'a construit, c'est quand même plus compliqué à faire évoluer, la chance qu'on a dans les produits numériques, c'est de pouvoir l'améliorer en continu. Néanmoins, c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait, et c'est pour ça que je ne parlais pas de côté par rapport à ce que fait l'administration. C'est vrai que l'administration, c'est très longtemps, a dû très longtemps, et c'était tout à fait normal par rapport aux missions qu'elle avait, faire justement des services numériques, un peu sur le mode d'un lycée, donc en faisant des cahiers des charges, en essayant de planifier tout dans les détails. Et ça peut, c'est quelque chose qui marche très bien justement pour les infrastructures. Pour un service numérique, ça ne fonctionne pas. C'est ce qui a pu créer certains gros échecs de l'administration. Si on pense par exemple au logiciel Louvois qui n'a jamais payé d'ailleurs les militaires, ou au dossier partagé, dossier médical partagé qui a eu des gros ratés au départ, c'était parce qu'on était parti dans cette idée qu'on allait tout planifier en avance et qu'à la limite on discutait avec les usagers au tout début, mais qu'après on les oubliait. Alors qu'on a cette chance avec le numérique de pouvoir créer des services publics qu'on améliore constamment. Et ça, c'est quelque chose que nous, on essaye de faire au maximum parce que c'est ce qui nous permet d'être sûr, en fait, d'avoir un impact et de servir réellement le citoyen. C'est des chances qu'on a quand on travaille avec le numérique. Ça. Je découvre en même temps que du coup, tout le monde tout ça, en fait, et je me rends compte que vous donnez le droit à l'erreur quelque part, vous testez vos produits, entre guillemets, et nous on fait ça aussi, en fait, on travaille sur le principe de
programmation ouverte où on va accueillir des programmations un peu comme elles viennent, on les teste, et si elles fonctionnent, elles restent, si elles ne fonctionnent pas, elles s'en vont. Et donc, et on les améliore du coup un peu comme vos outils, que c'est des outils en fait que vous mettez en place. Et, mais du coup, on se demande, enfin moi je me demande comment t'en es arrivé là à faire ce métier-là. Par total hasard. Je posé la question au début, je voulais que tu me racontes un peu ton parcours, mais en fait, par hasard, enfin pas qu'à moitié par hasard. Moi, j'avais toujours, par ma tradition familiale, eu un intérêt pour la politique. Et du coup, j'ai fait entre autres des études de sciences politiques. Néanmoins, le problème de ces études, je trouve des études en France, c'est que c'était très théorique. Même s'il peut y avoir des aspects très pratiques, où on va écrire des notes, où on va apprendre à écrire des choses qui sont censées être pratiques, on fait très peu de projets et très peu d'opérationnels. Et ça, je m'en suis rendu compte à la fois quand j'ai commencé à faire des stages, parce que j'étais totalement paumé, et aussi parce que j'avais fait une summer school avec des étudiants américains. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, eux, alors, ils avaient beaucoup moins de théorie, mais ils faisaient beaucoup plus par projet. Et je me suis rendu compte, alors que moi, j'étais quasiment dans la fin de mes études, que j'étais vraiment pas... Enfin, j'arrivais pas à le faire, quoi. Et donc, à la fois, je voulais travailler pour le public, et à la fois, j'avais cette peur, en travaillant pour le public, de tomber dans quelque chose où j'allais continuer à écrire des notes et finalement jamais créer de concret. Et finalement, enfin, pour le dire autrement, ma grande peur, c'était de me dire, bon, ben voilà, moi j'ai appris en une dissertation à régler le problème du chômage, sauf qu'en fait, c'est une dissertation, quoi, c'est pas la réalité. Et en fait, ce que je voulais, moi, c'était avoir quelque chose qui soit beaucoup plus opérationnel et me dire, mais en fait, je ne réglerai pas le problème du chômage parce que de toute façon, il n'y a personne qui peut le régler d'un seul coup, mais peut-être que je peux régler un tout petit bout de ce problème-là. Et par hasard, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait dans le programme Betagouv et qui m'a dit, qui m'en a parlé. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, tout ce qui me parlait était très opérationnel et très pratico-pratique. Il s'avère qu'aussi, moi, j'étais intéressé par toute l'intégration du numérique dans la fonction publique. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est en train de révolutionner toute la relation de l'administration à l'usager, mais aussi de comment elle peut justement créer des services. Et donc, après, donc j'étais intéressé, je suis allé sur le site, j'ai vu qu'il y avait une offre d'emploi. Donc, en fait, j'ai candidaté et en une semaine, en fait, du moment que j'ai entendu parler et au moment où je suis rentré, il s'est passé une semaine. Je finissais un autre stage que je faisais justement dans les infrastructures à la Société du Grand Paris. Et je suis rentré au départ sur un projet qui s'appelait démarchesimplifiée.fr et qui était, l'objectif c'est de créer une base de formulaires en ligne, un peu le Google Form de l'administration, qui permettent en fait de dématérialiser l'ensemble des démarches administratives très simplement par tout agent public. Et donc de décentraliser totalement la dématérialisation des démarches administratives et que chaque agent puisse le faire lui-même. Et là-dedans, j'ai eu un travail que je trouve passionnant, qui s'appelait chargé de déploiement, dont l'idée, c'était de faire du commercial, en gros, de la fonction du service public. Alors, dit comme ça peut paraître aberrant. Mais en fait, c'était que, faut bien imaginer que aujourd'hui, l'un des gros problèmes, c'est qu'on peut sortir des services publics. En fait, si les usagers ne savent pas que ces services existent, jamais ils iront les utiliser. Et je veux bien que les sites du ministère puissent être très bien faits. Je pense que personne ne va visiter un site de ministère tous les jours en réactualisant. J'ai travaillé plus tard pour l'agriculture. Je ne pense pas que les agriculteurs vont sur le site du ministère de l'Agriculture tous les jours. Et donc, moi, mon travail en tant que chargé de déploiement, c'était en fait arriver à déployer le service. Donc, arriver à être sûr que les utilisateurs, que le service ait des utilisateurs. Parce que ça ne sert à rien de créer un service. Il a beau être très très utile, s'il n'est pas utilisé, il ne sert à rien. Et donc, moi, mon travail, c'était d'aller voir des agents publics, de leur présenter ce qu'on faisait, de leur dire, en fait, ça pourrait vous être utile. Alors, quand on dit en plus chargé de déploiement, on a l'impression un peu de l'image du vendeur de tapis qui va essayer à mort de pousser sa solution. Bon, il faut savoir déjà que c'était gratuit, puisque c'est du service public. Et de deux, l'idée, c'était pas de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. C'était d'aller voir et de dire, mais
est-ce qu'aujourd'hui, dans tes métiers, dans ton métier, est-ce que tu as un problème à un moment qui est lié au fait que dans le traitement de ta démarche, qui était ce dont je travaillais, est-ce que la dématérialisation pourrait être utile? Et donc, moi, j'ai passé mon temps à travailler en fait avec des agents de terrain et à essayer de voir avec eux comment on faisait pour améliorer avec eux les services et comment, en plus, ce qui était passionnant dans ce cas-là, c'est qu'on leur redonnait la main. Et en fait, c'était une incapacitation des agents publics de terrain parce qu'en fait, on leur redonnait des outils pour qu'eux-mêmes puissent s'en servir. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi et à les former. Et ce qui était aussi intéressant, c'était trouver des nouveaux utilisateurs et puis reprendre leur avis pour pouvoir faire évoluer ce qu'on était en train de faire. Et comment ce suivi Le suivi, en fait, alors typiquement, c'est pareil, c'est faire du support. C'est quelque chose qui est fait, mais pas tout le temps dans le service public. C'est comme un service client. Nous, les usagers, donc au départ, c'était tous les usagers, qui soient des agents publics, donc, qui étaient dans la partie on instruit les demandes que les demandeurs, donc dans la partie on fait la demande à un particulier. Après, on a dû trouver des moyens de passer à l'échelle, parce que ce qui s'est arrivé, c'est qu'à un moment, on a eu une partie des demandes de permis de conduire en candidat libre, donc toutes les démarches qu'il faut faire ça, et sauf qu'on n'était que 3, et pour gérer, c'était pas du tout la France entière, mais c'était quand même quelques départements, et c'était des milliers d'appels par jour, donc en fait, à un moment, il faut trouver des moyens de les régler. Mais je me rappelle, moi, ce que j'avais adoré, c'était le fait que en fait, les gens me disaient merci parce que pour une fois, il y a quelqu'un qui leur répondait. Et c'était extrêmement gratifiant. Et même après, cette obsession de servir soit un agent public, soit un particulier, un citoyen comme vous et moi, ça a été quelque chose qui est extrêmement gratifiant parce qu'on se dit, mais finalement, on arrive à faire que le service public ne soit pas quelque chose qui est éloigné ou qui apparaisse encore l'image négative qui est souvent, je trouve, assez injuste de l'administration qui ne fait rien pour les autres. Et donc, c'est un peu comme ça que j'y suis arrivé. Et après, j'ai changé de projet. J'ai fait, comme on fait des projets qui sont sur plein de thèmes, tous les thèmes qui touchent à tous les problèmes de politique publique. Ça, c'est une très grande liberté que j'ai et que j'adore. Tu avais les compétences suite à Sciences Po, est-ce que Alors, tu t'es beaucoup formé sur le tas, j'imagine. Ouais. On n'a pas très bien répondu finalement à ce que tu fais vraiment, parce que je me dis que tu fais pas non plus des sites internet, c'est pas toi qui code, c'est pas non. Et alors du coup, est-ce que tu te places vraiment là-dedans Alors, ça dépend. Maintenant, j'ai évolué aussi dans mes rôles, mais au départ, moi, c'était vraiment dans l'idée de trouver des utilisateurs et de discuter, en fait, de faire l'interface entre les utilisateurs et les développeurs pour dire, mais les utilisateurs rencontrent tel problème, on discutait avec les développeurs et essayer d'envisager des solutions. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y avait une très grande porosité. Alors certes, je n'allais jamais coder. Je ne sais pas écrire une ligne de code, il ne faut pas me le demander. Mais typiquement, quand moi je discutais, les développeurs, ils n'étaient pas juste là à cracher du code. Enfin, pas du tout. Ils réfléchissaient avec nous aux problèmes des usagers et quelle était la meilleure manière d'y répondre. Et c'est quelque chose qui est très important dans Betagoo, c'est qu'en fait, on fonctionne en petites équipes autonomes et horizontales, et dans lequel, en fait, au départ, en fait, quand on n'est que 4, on ne peut pas avoir des tâches ultra spécialisées. Parce qu'en fait, on doit tous faire grandir le projet. Et ça, je pense que c'est dans n'importe quel... C'est là où il y a un esprit entrepreneurial. C'est qu'à un moment, quand on doit faire grandir un projet, qu'on soit... si on est peu, on ne peut pas se surspécialiser. Moi, mon travail au départ, c'était vraiment plus centré sur les utilisateurs et essayer après de faire améliorer le service numérique. Aujourd'hui, je travaille plus sur le service numérique en lui-même et un peu moins sur trouver des nouveaux utilisateurs. Par rapport aux compétences, moi, j'ai énormément appris sur le tas et c'était passionnant. Ce que mes études en sciences politiques m'ont appris, ça a été plus l'aspect comprendre déjà l'administration, comprendre savoir que c'est pas qu'il y a l'État, qu'il y a les collectivités territoriales, qu'il y a des services décentralisés, des services déconcentrés, enfin, avoir une image de l'administration. Avoir aussi toujours cette idée de... ça m'a donné un sens du service public.
et finalement qui est très utile parce que ça permet d'avoir un discours qui est en cohérence avec, moi ce qui me plaît, mais avec aussi mes interlocuteurs qui sont des agents publics. Ça a été, on parle par exemple, là j'ai beaucoup parlé de services aux usagers. Certes, nous on fait un service au public, mais on fait aussi un service public. Et l'idée, c'est d'allier toujours un peu l'intérêt général et l'intérêt des usagers. Et ça, je pense que ce sens-là, c'est vraiment mes études qui l'ont renforcé. Et toi, tu as gardé la notion de service au public. Mais il y a les deux. Dans les sciences politiques, ouais. Mais il y a les deux. Il faut pas que l'un dépasse l'autre. Enfin, service public et service au public. Après, ce qui se passe, c'est qu'aussi, il y a beaucoup de choses qui sont pour moi un peu de la débrouille et sur lesquelles ça ne nécessite pas au départ énormément de compétences. On veut juste arriver à faire des projets, arriver à être un peu malin, à tester des choses. Et en fait, comme on se donne le droit de tester, on se donne aussi le droit de se planter. Et par exemple, je vais prendre un exemple. Pour donc le site de dématérialisation sur lequel je travaillais, on voulait faire des tutoriels pour expliquer en fait comment utiliser le site. J'avais jamais fait de tutoriel, j'ai pas de compétences en vidéo, je sais pas faire de montage vidéo. Il s'avère quand même qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions sur Internet qui permettent de faire des montages vidéo basiques. Et en fait, c'est plus cette débrouille-là qu'on nous demande d'avoir parce que je me rappelle, on a fait le tutoriel en 2 jours en se filmant avec nos téléphones et en faisant un montage qui clairement n'allait pas me rapporter la Palme d'Or, mais qui fonctionnait en fait. Et c'était, à la fin, notre but, c'était que ça soit efficace et que ce soit fait. Le but, c'est pas que ce soit parfait, quoi. C'est que ce soit fait. Et ça permettait de renseigner les gens. Donc je pense qu'il faut certes un peu de compétences numériques dans le sens de savoir utiliser un ordinateur, mais en fait je pense que ça, les 3/4 des gens les ont, ces compétences. Après c'est plus de la débrouille et essayer de... Moi ce que ça m'a beaucoup appris par rapport à mes études, c'est essayer d'aller à l'essentiel et pas d'essayer de faire de la perfection et de sortir quelque chose qui est tout de suite génial, quoi. Ok. Tu avais peut-être quelques petits projets à nous présenter sur... Alors, moi, je peux vous montrer... si tu as envie. Il y a mon entreprise que je trouve que tu peux montrer. Je ne sais pas si... Mon entreprise qui est justement ce service que je vous ai montré... qui permet en fait, moi je trouve ça génial parce que quand je vois tous mes amis on leur parle typiquement quand on veut se faire embaucher, on nous parle toujours en termes de brut, net, enfin moi j'ai jamais rien compris, et typiquement il y a des simulateurs très simples et qui permettent de calculer, donc si on me donne un salaire brut et en fait alors par mois, par an, ça me permet de, voilà, si on me dit en brut ça, et bien après ça me permet de savoir combien j'ai après impôt ou net. Et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper utile quand on ne sait pas, enfin quand on n'a pas service. Il y a un autre service qui est génial qui s'appelle Pix et je sais pas, je vais tomber dessus direct, qui en fait travaille sur l'éducation au numérique et sur cultiver des compétences numériques où chacun peut se former, qui a remplacé pour partie le B2I qu'il y avait au départ dans les collèges et qui permet à chacun de s'évaluer et de chercher. Et en termes d'éducation, ce qui est intéressant, c'est que ça va par exemple te demander d'aller chercher telle information sur Wikipédia ou de trouver la source. D'autres sites qui... ça fait partie des projets que... Alors moi, j'ai pas travaillé dessus. Mais ça fait partie des projets, comme sur mon entreprise. Je n'ai pas travaillé sur ces 2 projets, mais ça fait partie des projets Betagouv. Moi, un des projets sur lequel j'ai travaillé, qui est en transfert, qui s'appelle PEPS, l'objectif, c'était de créer un site de partage d'expérience entre agriculteurs. Et là, typiquement, moi, mon travail, ça a consisté à parler avec des centaines d'agriculteurs pour recueillir leurs témoignages et les faire participer à la plateforme. Et là, pareil, c'était passionnant parce que c'était une thématique qui m'intéressait mais que je ne connaissais pas bien et j'ai passé énormément de temps avec eux. Et sinon, on a créé, il y a des projets sur lesquels, qui sont un peu différents, qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'État plateforme, dans lequel l'idée, ce n'est pas forcément de créer des services pour directement vous et moi,
mais plus de mettre à disposition notamment des données pour que après d'autres services les réutilisent. Et typiquement, il y a un service qu'on a développé qui s'appelle transport.data.gouv. L'idée, c'est de mettre toutes les données de transport sur cette base en libre accès. Et quand je parle de données de transport, ça va être par exemple les horaires de bus de Bagneux, ou sinon le trafic en temps réel des bus. Mais sauf que l'idée, c'est pas de développer nous-mêmes après les services, parce qu'en gros, Google Maps aujourd'hui le fait très bien. Donc on va pas essayer de faire un Google Maps bis. Vous avez Citymapper qui le fait aussi très bien. L'idée, c'est de mettre ces données à disposition sur tout le territoire français, parce que en soi, Google peut développer le service à Paris parce que ça va être rentable, même s'il doit lui-même aller chercher les informations. Par contre, il y a des chances que pour des villes de taille plus petite, comme il y a moins d'utilisateurs, ils ne développent pas ce service parce que ça va lui coûter trop cher d'aller chercher la donnée. Et là, le rôle un peu de l'État, c'est de prendre la donnée sur tout le territoire, et comme ça, Google, lui, intégrera la donnée de Brive-la-Gaillarde, de Cahors et de Paris de la même manière. Et en fait, le fait d'avoir accès à des itinéraires et à Google Maps sera accessible sur l'ensemble du territoire. Et pas seulement dans des grosses villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux. Et donc ça, c'est un moyen où en fait, finalement, on ne fait pas en propre, mais on donne toutes les ressources pour que d'autres puissent le réutiliser. Un autre exemple qui s'appelle Ecolab, qui permet aujourd'hui de connaître l'impact écologique d'un produit. Donc, par exemple, une tomate, un cahier. Et on est en train de passer, par exemple, des partenariats avec Yuka pour que ça soit... C'est pas nous qui affichons ça, mais que Yuka, maintenant, l'affiche en plus de la qualité nutritionnelle qu'il affiche déjà, vu qu'il touche déjà beaucoup d'utilisateurs, que Yuka affiche en même temps ces données-là pour que l'utilisateur puisse connaître l'impact écologique des aliments qu'il va consommer. Et donc là, ce n'est pas nous qui faisons le service, mais on fournit les ressources pour qu'après, d'autres services qui fonctionnent déjà très bien réutilisent ces ressources et que ça soit utile pour tous. Et du coup, là-dessus, justement, il y a une espèce de principe qui est mis de côté ou pas? Parce que finalement, eux, ils font de l'argent là-dessus, Yuka et Google. Alors, oui, ils se font de l'argent. En même temps, quand tu fais une route, les transporteurs routiers font aussi de l'argent en traversant cette route. L'idée, c'est de se dire, on crée des infrastructures, c'est des nouveaux types d'infrastructures numériques. Quoi? Excellent. Non, mais en fait, l'idée, c'est de se dire, notre objectif, c'est de faire que tout le monde, toutes les personnes sur le territoire aient accès, puissent savoir quand elles peuvent prendre un transport en commun, par exemple. C'est aujourd'hui, je pense, illusoire de penser qu'on va remplacer... Citymapper, Google Maps, ils sont déjà très avancés. Ils le font déjà très bien. Et alors certes, l'État pourrait se dire, oui, je vais le faire de la même manière. Je vais le faire, moi, je vais le remplacer. Je pense que ça coûterait beaucoup d'argent, déjà. Et je ne suis pas sûr que ça serait... qu'on serait aussi efficace. Là, l'idée, c'est de dire, ils ont déjà trouvé des utilisateurs et nous, on fournit les ressources. Mais il y a toujours cette idée d'intérêt général. Sachant qu'en plus, on met des conditions sur les réutilisations de ces données. Et c'est-à-dire que ces données, c'est des données qui sont ouvertes. Et aussi, Google, quand il va les retraiter pour les mettre en forme, il doit aussi mettre au pot pour que d'autres puissent réutiliser. Donc, on n'est pas... c'est pas simplement l'État qui paye comme ça pour les entreprises privées. Mais c'est toujours dans cette idée de comment créer un service public qui soit à la fin le plus efficace et qui ait le plus d'impact possible. Ok. Je regardais le site de l'État.gouv en même temps, il y a beaucoup d'exemples de réalisation de services. Et donc là-dessus, on peut accéder à ces données-là, justement, dont tu parles. Est-ce qu'elles sont réutilisables par n'importe quel utilisateur? C'est de l'open source? Alors oui, 2 points. D'abord sur celui-ci, tout est en open source. Tous les codes de tous les produits sont en open source. Et on a des statistiques publiques. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, nous, c'est très important de s'assurer que les services qu'on fait ont un impact pour les citoyens. Alors, citoyens ou usagers, ce qui est compliqué, c'est que contrairement à une entreprise, nous, l'impact, il ne peut pas être financier. On
peut pas se dire tiens, on a gagné tant d'argent. Enfin, c'est pas l'objectif. Donc on essaye d'établir des indicateurs qui nous permettent de mesurer un peu dans le réel si ça fonctionne. Et ça, nous on les publie. En fait, là, par exemple, si je prends cet exemple ici, chaque projet a une page qu'on appelle la page stat et qui publie en temps réel les indicateurs d'impact du projet et qui permet, alors évidemment ça charge, de savoir où on en est et de savoir quel impact ça a eu dans la réalité ou non. Donc il y a vraiment cet effort de transparence, que ce soit dans les résultats et services que aussi dans l'infrastructure, le code. Par ailleurs, tu as souligné qu'il y avait beaucoup de projets. Il y a aussi des échecs et c'est un peu l'objectif. C'est de se dire qu'on doit être capable de tester des choses et parfois d'abandonner des projets et de les arrêter. C'est notamment lancer... on a par exemple tout un programme au départ qui s'appelle... avant de lancer ces projets, on fait ce qu'on appelle des investigations. Et ça nous permet d'aller voir très rapidement s'il y a des problèmes de politique publique qu'on pourrait identifier et qu'on pourrait résoudre grâce à des solutions numériques. Et parfois, en fait, on teste des choses et on se rend compte que ça ne marche pas. Et en fait, il suffit juste, il faut accepter dans ce cas-là de les arrêter. Donc, on a aussi des échecs et c'est important de le dire parce qu'il ne faut pas penser qu'on arrive à tout faire parfaitement. Mais ces échecs sont aussi publics et on essaye aussi d'expliquer parfois, de faire des post-mortem et de dire pourquoi ça a été des échecs, pourquoi c'était une mauvaise idée. T'as un exemple Alors, un exemple d'échec c'était... par exemple, si je prends l'exemple de PEPS, c'est juste qu'on a fortement pivoté. Au départ, on était parti sur une idée de créer un simulateur de pratiques agroécologiques. C'est-à-dire qu'un agriculteur pouvait venir sur notre site, décrire son exploitation et on lui proposait des pratiques alternatives en agriculture. Et en fait, on s'est aperçu en allant voir les agriculteurs que jamais ils utiliseraient ce site parce qu'en fait, ils connaissaient la plupart des pratiques qu'on leur proposait, que c'était totalement décontextualisé de eux, la réalité de leur exploitation. Et donc, en fait, on a juste arrêté au bout de 6 mois de le faire. Et pour le coup, on a transformé ce qu'on a fait en site de partage d'expérience. On a accepté l'échec de cette première idée. Et généralement, maintenant, en fait, pour que ce soit le moins cher possible en temps et en argent, on fait justement ce programme d'investigation dans lequel on passe 9 semaines pour identifier réellement un problème, savoir à quel problème on souhaite répondre. Et parfois, ça nous conduit à nous dire, en fait, on pensait que, typiquement, on pensait, si je prends un exemple, à un moment, il y avait eu une question de se dire, tiens, 40% des personnes, j'invente le chiffre, je ne me rappelle plus, mais 40% des personnes qui ont fait un stage ne trouvent pas d'emploi derrière. Et en fait, on s'est aperçu en creusant que le problème qu'il y avait, c'était pas que les personnes avaient fait un stage et qu'ils ne trouvaient pas d'emploi, c'est qu'en fait, ils avaient fait un stage qui ne les intéressait pas. Et donc, en fait, ils ne voulaient pas travailler derrière dans cette branche-là. Et ça permet déjà de redéfinir et d'essayer de limiter les échecs, de redéfinir le problème. Et après, on a pu essayer différentes solutions pour y répondre et certaines ont été éliminées et d'autres ont été conservées. Donc pendant ce temps-là, vous faisiez quoi? Vous faisiez de l'investigation aussi sur le terrain? Oui, en fait, c'est énormément d'entretiens. D'accord. Tu passes énormément de temps à faire des entretiens, à lire aussi des documents, de la littérature scientifique, mais c'est énormément d'entretiens. C'est pas difficile d'aller chercher justement ton public, tes usagers. Il y a certains usagers, j'imagine, qui sont plus faciles à avoir que d'autres en termes de sollicitation, en fait. Totalement, oui. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que on a quand même une chance, c'est qu'il y a un réseau d'agents publics qui est énorme. Et il y a quand même beaucoup d'agents publics qui sont confrontés au terrain et qui, mine de rien, ont une connaissance. Par exemple, si tu veux parler à des lycéens, au départ, si tu commences à parler avec un prof qui est au lycée, il a quand même, si ça fait 30 ans qu'il travaille dans un lycée, il a quand même une petite idée des problèmes que peuvent rencontrer les lycéens. Et après, en fait, tu peux surtout passer par lui pour trouver des lycéens. Après, tu peux passer aussi par Facebook. Voilà. En fait, l'idée, c'est... et c'est un peu toujours ce travail de se dire comment je vais réussir à atteindre les usagers.
Donc, tu as une manière un peu institutionnelle de passer par le lycée, mais après, tu peux dire, tiens, en fait, je sais qu'aujourd'hui, ils sont sur Instagram, bon, je vais aller sur Instagram. Il y a vraiment, tu vois, pour toucher les... on arrive vraiment à essayer de toujours utiliser tous les médiums qui sont à notre disposition pour toucher les usagers. Il y a typiquement un des projets qui s'appelle Tu me plais et qui est là pour l'éducation sexuelle. Et plus généralement, je pense qu'il le décrirait mieux que moi, mais qui utilise du coup Instagram pour parler d'éducation sexuelle. Parce que c'est là où il va toucher plus son public. Donc en fait, on essaye toujours, effectivement tu peux avoir des fois plus de difficultés que d'autres à trouver des usagers, mais c'est à toi de t'adapter et d'essayer de trouver différentes manières, différentes astuces pour aller en trouver. Puis il y a toujours le bouche à oreille qui fonctionne quand même très bien au début. De demander à quelqu'un de te passer des contacts et ça fonctionne. C'est sûr. Je regarde s'il y a des questions, vite fait. Ok, je crois qu'on aurait pu passer. Ah, il y a une question. Alors, quel est le projet qui a le plus gros taux de réussite parmi ceux que vous avez réalisés? Lequel fonctionne le mieux aujourd'hui? Alors, lequel fonctionne le mieux? Ça, je ne saurais pas le dire. Par contre, en fait, si tu vas sur beta.gouv, tu as aujourd'hui si tu vas dans tu vas dans tous ceux où il y a marqué réalisation. Non. Hop. Évidemment, partenariat. Il faudrait que je retrouve, mais je pense que ça va être transfert. Normalement, tu as tous ceux, par exemple, qui sont en accélération ou en transfert ou qui ont été passés, qui eux sont ceux qui ont le plus réussi parce qu'ils sont devenus des services publics à envergure nationale. Aujourd'hui, il y en a 16. Moi, un que j'adore, c'est mon entreprise, Démarche Simplifiée, qui fonctionne hyper bien et aussi parce que j'avoue, j'ai travaillé dessus. Il y a La Bonne Boîte que je trouve hyper intéressant, dont l'idée c'était en fait d'aider aujourd'hui, une partie des offres d'emploi ne sont pas publiées. Et en fait, c'est grâce aux algorithmes à essayer de repérer les boîtes qui vont embaucher et de permettre aux demandeurs d'emploi d'aller les démarcher plus rapidement. Une autre... Il y a vraiment un truc qui est... Ouais, qui s'appelle La Bonne Boîte. La Bonne Boîte. Okay. Tu avais aussi... Il y a énormément de... Oui, il y a énormément de projets menés par Pôle emploi. Une autre moi, que je trouve assez intéressante, qui s'appelle Signal Conso, et dont l'objectif, en fait, c'est de se dire, de permettre, enfin, Signal Conso que j'aime bien, non, c'est pas celle-là, c'est Signaux Faibles, pardon, il y a à chaque fois Signal. Signaux Faibles, c'est essayer de repérer, avec les données notamment fiscales et des données macro, les entreprises qui pourraient être en difficulté bientôt, qui ne le sont pas encore, mais qui pourraient être en difficulté, afin qu'on puisse, que l'État et les services de l'État puissent accompagner ces entreprises en amont et un peu en gros plus prévenir que guérir. Je regarde dans les autres, moi que j'ai trouvé cool et qui sont connus, qui peuvent toucher à Diagorient. Diagorient, moi je trouve hyper bien. L'idée, c'est grâce à des jeux vidéo de permettre à des jeunes de trouver un peu les compétences et les domaines qui les intéressent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'orientation est quand même très souvent basée sur quelles sont tes notes dans des matières déjà prédéterminées. Et là, l'idée, c'est plutôt à travers le jeu, essayer de repérer quels sont tes points forts et quels sont aussi tes intérêts. Il y en a d'autres qui sont dans cette même veine, qui sont essayés de repérer par exemple l'illettrisme à partir de, pareil sur le jeu, et de passer en fait par toutes ces nouvelles techniques qu'on a de gamification pour accompagner l'usager. Tu as le code du travail numérique, qui est un truc que j'adore aussi, qui permet en fait de traduire le code du travail pour tout le monde. Parce que j'avoue que, moi j'y connais pas grand chose. Je sais pas. Vulgariser, tu veux dire? Ouais, en fait, c'est aujourd'hui, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dessus, mais l'idée c'est par exemple de se dire comment je peux poser mes congés ou comment je peux avoir un arrêt maladie ou poser des questions en fait très pratico-pratiques
Et surtout, se dire, le problème, c'est qu'on ne pose jamais ça en termes juridiques. Enfin, je pense qu'il doit y avoir des termes juridiques que je ne connais pas. Et personne n'utilise ces termes-là dans la vraie vie. Et donc l'idée, c'est de faire que, comme sur Google, comme quand tu tapes, toi tu vas taper, à la limite, je viens de me faire virer, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, c'est d'arriver à traduire ça pour que pour faire ressortir les textes du code du travail qui t'accompagnent, et surtout de traduire ces textes-là aussi. Parce que c'est pas une fois que tu as trouvé le texte, le problème c'est qu'il faut aussi le comprendre. Et moi, clairement, j'y arriverai pas. Et donc, ils ont aussi fait tout un travail pour faire de la traduction. Et ben après, tu as un travail de titan. Ouais, mais ça, il y a plein d'agents publics qui le font. Tu as aussi Rendez-vous de solidarité qui permet de prendre d'améliorer tous les rendez-vous, les prises de rendez-vous dans les services sociaux des départements, parce qu'il y avait beaucoup de comment on appelle ça, de personnes qui ne se présentaient pas en fait au rendez-vous, et du coup ça faisait perdre du temps et surtout des places à des personnes qui en avaient besoin. Et donc là c'est une sorte de Doctolib, mais pour l'administration et pour les services sociaux. Tu as le taxi qui permet un peu d'apaiser, là encore l'idée c'est de permettre à tous les taxis d'être sur une base, et des services comme alors Uber je crois ne l'utilise pas, mais d'autres, en fait c'est d'essayer de se dire qu'un taxi va se mettre va être repéré sur la base de taxi, et plusieurs plateformes vont pouvoir distribuer sa position, et comme ça il trouvera plus facilement des clients. D'accord, donc tu ne commandes pas forcément un taxi depuis la plateforme? Non, le taxi. En fait, c'est encore une fois, c'est ça. Et en fait, après, tu peux avoir, ça permet en fait au taxi d'être sur plusieurs plateformes en même temps. Okay. Tu as Dossier Facile qui, en fait, facilite tous les dossiers de location. En fait, quand tu es locataire et que tu dois faire un dossier pour avoir un appartement, pour louer un appartement, ça permet en fait de valider tes pièces, et ça rassure les propriétaires. Donc c'est fait pour faciliter le monde de location. J'ai l'impression que tout le monde devrait avoir ce site-là en favori sur son navigateur. C'est génial. J'espère qu'une fois, parce que vu que c'est une galère de trouver un appart, franchement, je souhaite à personne de devoir y passer toute sa vie quand même dessus. Mais voilà, et là, on a beaucoup parlé de services nationaux, mais par exemple, Rendez-vous Solidarité, c'est un service qui est porté par les départements. Donc, ce n'est pas que l'État, mais ça peut être aussi des départements ou des collectivités. Ok. Super. Merci, Benjamin. Merci à vous. Je vais enregistrer de suite là en favori. Merci encore. Merci.